Il sonne 11h en cette journée du mercredi 2 septembre 2020. Vous êtes nombreux à être scotchés à nous écouter sur Radio Courtoisie à Dapan, Radio Lumière à Neha, Radio Daoul à Bassa, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Centrale FM à Sokoré. Naturellement, la nouvelle génération ici à Lomé et ses environs. Vous également qui nous écoutez dans le monde entier par le biais des radios partenaires, vous êtes les bienvenus. Apoya, Mavun Kazo, salam alaikum, shalom, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous saluons et remercions les techniciens qui nous accompagnent aujourd'hui. Datevi Thomas, Michel Vitogwe Tomenga, Géraud Dakoucha. Au studio, les confrères et invités s'installent déjà. Le temps que je vous annonce que au menu de cette émission, nous allons revenir sur l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les députés qui sont repartis en classe pour 4 mois, nous allons revenir sur cette session, tout comme la pénurie de produits sanguins en cette période de coronavirus. Autre question de santé, naturellement santé, éducation et d'autres articles parus dans les journaux de ce jour. Et pour parler de tout ça, les confrères et invités, Bouraïma Tchaboré de Le Messager, Apoya. Oui, ça c'est Apomanane. Vos parents vous écoutent directement à Kabou sur les ondes de Radio Daoul. Directement à Kabou sur les ondes de Daoul. Pas seulement à Kabou, hein, je crois que Radio Daoul couvre jusqu'au tout le Grand Bassar. Donc, le pays Bassar qu'on combat. Même dans le Ghana, vous savez, la Radio Daoul couvre le Ghana, Kachamba, Nachamba, Namou et autres. Donc c'est grand, c'est le Grand Bassar. Merci Abba Tissaka également, que les parents écoutent en direct sur les ondes de Radio Centrale FM depuis Sokoré. Bonjour. Bonjour Jalou, bonjour à tous les auditeurs du Canal FM, à tous ceux-là qui nous écoutent depuis Sokoré. Également ceux qui nous écoutent sur la montagne Agou avec Gadiel Tonyadji. Bonjour. Ça c'est bonjour à tous ceux qui nous écoutent, aux auditeurs, auditrices de Canal FM. La fête Gbagba, c'est bientôt? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Mais ce que vous savez, c'est que ça se fera dans le respect des mesures barrières. Bon d'accord. Okay. Merci beaucoup Sylvestre Béni, même s'il n'est pas béni, il porte quand même un nom. Bonjour Sylvestre. Je suis le seul béni de la corporation. Non, c'est moi qui suis le seul innocent que Dieu ait jamais créé. Ah bon. Ce matin encore, ma fille me l'a répété. Admettons. Quand elle demandait un cadeau, elle m'a flatté comme ça dans le sens du poil. En disant innocent. Donc, il faut aussi rappeler à ta fille qu'il y a aussi le seul béni de la corporation. Merci, voilà. Merci beaucoup. Eh bien, notre invité, c'est Monsieur Tété Sena Yao. Bonjour, Monsieur Sena. Bonjour, Monsieur Sass. Bonjour, chers confrères journalistes. Bonjour, tous nos auditeurs, en plus nos donneurs. Merci. Eh bien, Monsieur Tété Sena Yao nous vient du Centre national de transfusion sanguine. Il est le chef unité IEC. Ce qui veut dire, Monsieur Sena? Oui, IEC, par définition, veut dire information, éducation et communication. Merci. Collecte mobile, chargé de la promotion de dons de sang. Vous saurez tantôt pourquoi il est avec nous. Juste le temps que nous joignions à notre ami Michel Vitogwe Tomenga, dont la maman en second est en fête aujourd'hui. Madame Tossa Ayokor Marguerite, vous qui soufflez une bougie de plus aujourd'hui, vous qui remplacez la maman de Michel Tomenga, partie dans l'au-delà, le club de la presse s'associe à votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Eh bien, c'est une tradition que nous respectons. Nous démarrons l'émission par une pensée du jour. Et la pensée de ce jour dit ceci. Il y a deux façons de faire face aux difficultés. Soit on les transforme, soit on se transforme en les affrontant. Encore une fois, il y a deux façons de faire face aux difficultés. Soit on les transforme, soit on se transforme en les affrontant. Eh bien, c'est un extrait du discours qu'a prononcé hier Mme Chantal Yawadjibori Tchegan, la présidente de l'Assemblée nationale. Cette pensée, nous l'avons trouvée vraiment pertinente
et nous la partageons avec vous. Malheureusement, nous démarrons cette émission sous, encore une fois, le voile du deuil. La présidence de la République et la famille Tété Bénisson sont en deuil. L'information circule de façon virale depuis ce matin. Le désormais feu Patrick Tevi Daté Tété Bénisson n'est plus. Il a rendu l'âme hier dans un hôpital à Paris. Patrick Tevi Daté Tété Bénisson était jusqu'à hier secrétaire général à la présidence de la République depuis le mois de juillet 2012. Il était également le coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'investissement au Togo. Monsieur Tété Bénisson, qui était un passionné d'art, Sylvestre Béni, il est parti dans la fleur de l'âge, il n'avait que 59 ans. Oui, je crois que c'est encore une grande perte pour le pays. Et il faut dire que c'est vrai que les Togolais ne le connaissent pas trop, hein, parce que M. Patrick, c'est en fait un homme très effacé. Très discret. Très discret, mais qui travaille beaucoup dans l'ombre. Et ça fait presque la 4e, la 5e personnalité que nous perdons en moins de 6 mois. Je crois que ça devient trop, hein, ça devient trop pour le pays. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est le destin de tout homme, donc que la terre lui soit légère. Oui, cette semaine, on n'a même pas eu le temps d'en parler au club. La presse, nous pleurons également. Un grand commis de l'État, l'ancien ministre Vincent Konssi Eovo, ancien ministre de l'Agriculture, ancien député, il nous a quittés. Bourema Tchaboré, le ministre Eovo et Tété Bénisson qui viennent de rejoindre une longue liste sur cette liste noire. Et la caractéristique, c'est que tous ces grands commis de l'État, je ne sais pas s'ils ont choisi, mais ils vont mourir à Paris. Non, bon, en tout cas, c'est le destin. Le confrère vient tout à l'heure de le dire. C'est une question de destin. Je crois qu'il faut l'accepter ainsi. La mort, on ne peut pas l'expliquer. Elle arrive et nous tous, nous devons faire face à la mort. Comme le dit quelqu'un, la mort est une formalité qui est désagréable, mais sachant que tous les candidats y passent, tous les candidats sont reçus. Et désormais, il faut prier pour le repos de leur âme et continuer par vivre comme si de rien n'était, mais en priant pour que le Seigneur puisse accepter leur âme dans son royaume et continuer par prier en sorte que ce qui est en train d'arriver, que nous ayons la foi de pouvoir le supporter. Parce que sans la foi, on ne peut pas supporter. Comme je l'ai dit tantôt, la mort, elle est inexplicable. Acceptons tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il fait est bon. Merci. Ce matin, avant d'entrer en studio, j'ai échangé avec une amie. Elle est médecin. Je m'étonnais que nous, les pauvres, on peut comprendre que, enfin, nous nous plaignons que nous mourons parce que nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de grands hôpitaux. Mais ces personnalités, Maître Agboibo, Edem Kodjo, l'ancien ministre Eovo, l'ancien ministre également du tourisme, Tabré et maintenant Tété Bénisson, qui vont mourir dans des hôpitaux UP à Paris. Eh bien, le médecin nous dit tout simplement que eux, les médecins, le docteur soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit, pour dire que même les riches meurent des fois comme nous les pauvres. Abassi Saka le médecin a raison parce que on dit souvent, peut-être le médecin a l'obligation de résultat, mais ce n'est pas dans tous les niveaux que le médecin a l'obligation de résultat. Aujourd'hui, vous avez vu que vous avez cité ces personnalités-là qui sont riches et qui sont allées se soigner à l'extérieur du pays. Et c'est où? À Paris, dans des grands hôpitaux. Mais malgré tout ça, là, Dieu les a dit de venir avec lui. Donc, ce problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas... Ce n'est pas une question de riches ou de pauvres. Nous sommes venus faire le marché. Celui qui finit de faire son marché, il repart. C'est comme cela que moi j'exprime ça. Donc, cette situation que nous vivons actuellement depuis quelques jours, nous avons perdu de grandes personnalités. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas choisi des hôpitaux les plus hippés pour se faire soigner, mais c'est que c'est le dessein. C'est Dieu qui en a décidé autrement. Donc, c'est le Dieu qui a dit, on dit souvent, Dieu donne et Dieu reprend. Il a donné, il a repris. On ne peut que leur souhaiter un bon repos éternel et
tout le monde repose, tous ceux-là qui nous ont quittés reposent en paix. Merci à vous. Donc, Abbas Issaka, nos prières permettront à l'âme de Patrick Daté, Tevi bénissant, la famille Tevi bénissant, que son âme repose en paix. Et en attendant peut-être que notre tour n'arrive aussi, parce que nous devrons passer inéluctablement par là. Eh bien, on meurt à l'hôpital, on meurt de maladie, et quand on est malade, on prend des médicaments. Mais Santé Éducation nous rappelle ce matin que nous pouvons nous soigner par notre alimentation. Gadiel, bonjour. Oui, ça c'est bonjour. C'est vrai, on peut se soigner par une bonne alimentation. Ce qu'on dit au travers de cette affirmation, ce n'est pas qu'on demande de laisser tomber les médicaments. Non. C'est que l'alimentation est une activité de l'homme. On se nourrit chaque jour. Est-ce que vous voyez, les médicaments, on les prend quand on a de petits bobos, quand on est malade. Mais Dieu qui a fait l'alimentation, Dieu qui a fait les aliments, a mis dans ces aliments des nutriments pour entretenir l'organisme. Hier, on mangeait pour la santé et la longévité, mais aujourd'hui, dans notre génération actuelle, nous mangeons pour le plaisir et nous oublions le côté santé et longévité. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit que les maladies de civilisation, les maladies de génération sont de légion, et ça crée beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on parle de 30% de Togolais qui sont hypertendus et 8% qui sont des diabétiques. L'alimentation en est pour quelque chose. Donc, là, dans cet article, dans cette parution, je veux dire, il y a 3 articles que nous avons rédigés et qui nous donnent les clés, des petits secrets sur comment nous devons nous nourrir pour notre santé. C'est indispensable pour tout le monde. Merci. Ce qu'on mange peut empêcher des maladies ou soulager, ou bien encore aussi bien que certains médicaments. Je reprends. Ce que nous mangeons peut empêcher des maladies et soulager aussi bien que certains médicaments. Quand on lit l'article, on trouvera que notre alimentation peut nous aider à nous soigner. On peut se soigner à base du régime anti-inflammatoire ou encore faire un régime d'épargne pancréatique, ou encore manger bien pour avoir du succès dans l'accompagnement des cancéreux. Autre, un nutriment indispensable dans notre organisme, c'est le zinc. Oui. C'est pas la tôle, il ne faut pas que les gens se trompent à y casser la tôle pour la manger. Le zinc, ce composant chimique qui entre dans le bon fonctionnement de notre alimentation, eh bien, vous nous rappelez, Gadiel, que le zinc peut renforcer le système immunitaire. Oui, c'est vrai. À chaque parution, nous donnons quand même une recette pour renforcer le système immunitaire. Aujourd'hui, nous demandons aux gens de prendre 2 citrons, de faire leur jus, de prendre le jus de 2 citrons, plus une racine de gingembre écrasée, de mettre de l'eau chaude, 5 à 10 minutes en filtre, et puis on boit ça le matin à jeun, et puis le soir dans un verre d'eau, et cela renforce puissamment le système immunitaire. Plus le respect des mesures barrières, je pense qu'on a quand même un corps assez renforcé pour faire face à cette période virale. Maintenant, le zinc, c'est un oligo-élément, c'est un minéral de très petite quantité dans les nutriments, mais qui est une arme redoutable contre les agents pathogènes. C'est très important. Alors, le zinc, quand il rentre dans l'organisme par l'alimentation, il rejoint directement le quartier général de la défense de l'organisme. Et quand un agent pathogène comme un virus rentre dans le corps, le système immunitaire prend ce zinc pour intoxiquer le virus. Le virus est intoxiqué, il devient faible, il ne peut pas se multiplier, et puis basta, c'est fini pour lui. Donc c'est ça le rôle du zinc. C'est pourquoi, en période virale, on conseille beaucoup les populations de se tourner aussi vers les alimentations, bien vers les aliments qui comportent le zinc. Donc c'est aujourd'hui le secret du zinc,
très important. Maintenant, les aliments dans lesquels on trouve ce zinc, cet oligo-élément, c'est ça qu'on a essayé de mettre dans l'article. À la page 5. Passons maintenant à la feuille 3, à la page 3, pardon, avec une autre plante que vous nous recommandez, c'est la feuille de laurier. Et aujourd'hui, vous nous écrivez que les feuilles de laurier peuvent être très efficaces contre le diabète de type 2. Oui, je viens de le dire, 8% de Togolais sont diabétiques, c'est extrêmement élevé. Et il faut continuer par sensibiliser, par informer. Alors, les feuilles de laurier, ce n'est pas une nouveauté. On sait que ceux qui sont des prédiabétiques, même des diabétiques, connaissent cette plante qui contribue à réguler la glycémie, qui fait un travail au niveau du foie, au niveau du pancréas. Donc, c'est conseillé pour ceux qui sont déjà sous traitement suivi par un médecin, qui demande conseil au médecin avant de faire la recette. Mais ceux qui aiment les traitements naturels, qui sont suivis par un phytothérapeute, par exemple, cette recette peut les aider, les diabétiques, bien les prédiabétiques, à réguler leur glycémie. Merci. Les feuilles de laurier ne servent pas que d'aromatiser les repas, mais elles aident à booster le système immunitaire, notamment pour ceux qui souffrent du diabète du type 2. Et d'autant plus que ces feuilles de laurier renferment de très grandes quantités de vitamine A, de magnésium, vitamine C également, de calcium, de manganèse, de potassium. Je pense déjà que les gens vont planter aujourd'hui même le laurier dans leur jardin. Et en cette période de Covid-19, c'est une plante très recommandée pour les diabétiques. Merci Abbas Issaka et Sylvestre Béni, Bourema Chaboré et tous ceux qui nous écoutent. Chacun va trouver un petit coin dans son jardin pour planter le laurier. On va finir avec le gongoli. Ce n'est pas du jongoli, c'est du gongoli, une autre plante qui booste l'orgasme féminin. Oui, le vétiver, comme on l'appelle en français. Gongoli sur le marché. Je pense que beaucoup connaissent cette plante-là, mais on ignore un peu ses vertus. Le gongoli, c'est pour la femme d'une manière générale. Ce qu'on appelle la ménopause précoce, par exemple, cette plante joue un rôle pour retarder la ménopause précoce. Et puis, elle agit aussi sur les troubles au niveau de la menstruation, des troubles au niveau de la sexualité de la femme. Et vous savez, l'histoire de cette plante, elle se trouve dans certaines communautés ici en Afrique. Quand une jeune dame va se marier, la famille lui fait cette infusion à quelques jours du mariage pour les noces. Cela lui permet, surtout pour les filles vierges, de bien commencer son activité sexuelle. Et donc, c'est une plante qui joue un grand rôle dans la libido de la femme, dans l'orgasme de la femme. C'est très important pour ces femmes qui sentent la frigidité, qui sont stressées, qui n'ont plus de désir. Elles peuvent se tourner vers cette plante-là, c'est très important. Décidément, nos vieilles mères avaient leur recette. Oui. Eh bien, le gongoli, aujourd'hui, je vois déjà des gens qui quittant ici, ils vont passer au marché ici pour chercher le gongoli pour leur épouse. Si nous parlons du gongoli que nous recommandons, nous déconseillons l'alcool. Parce que Santé Éducation nous rappelle que l'alcool et l'érection ne font pas bon ménage. Ceux qui ont des oreilles, qu'ils écoutent. Ouais, c'est une illusion. C'est une illusion vraiment. Oui. Chez nous, les hommes, on pense que quand on prend de l'alcool, cela nous donne la virilité. C'est faux. C'est faux. Alcool et érection ne font pas bon ménage. Voilà. Les autres sujets sont dans Santé Éducation qu'on va trouver très rapidement. Sans transition, monsieur Tété Sénat, Tété Sénat Yao, rebonjour. Rebonjour, monsieur Sass. Alors, vous qui êtes chargé de la promotion du don de sang au Centre national de transfusion sanguine, nous vous avons convié au studio ce matin parce que vos clignotants sont au jaune et risquent de virer au rouge. Effectivement, les clignotants sont orange et bientôt ce serait le rouge, alors que si c'est le rouge qui s'allume, c'est pas bon. Nous rappelons d'abord que le centre de transfusion sanguine est situé à Tokoin-Douma-Cessé. Pour ceux qui ne connaissent pas le siège, c'est Tokoin-Douma-Cessé, en face de EPP Douma-Cessé 1, non loin de l'école d'architecture Eyamo. Et une des missions pour le CNT, c'est de faire la promotion du don de sang. Et par promotion, nous entendons la communication, la collecte et la qualification biologique, puis la mise à la disposition de ces poches
au profit de nos malades dans les formations sanitaires. Mais avec la venue de la pandémie, la COVID-19, nous pouvons dire que les collectes ont baissé considérablement. L'objectif de cette année, c'est de pouvoir collecter 42 000 poches. Mais à la fin du premier semestre, nous avons pu collecter juste 19 142 poches. Ce qui veut dire qu'il y a encore un grand boulot. De février en avril, les collectes ont quitté de 4 011 à 2 312 et de 2 312 à 2 103. Ça baisse dangereusement. Ça ne fait que baisser. Ce qui a fait que le CNTS, en ce moment-ci, n'arrive pas à satisfaire tous les besoins sur le territoire. Et une des mesures prises par le gouvernement pour la riposte à la Covid, tout le monde le sait bien, c'est la fermeture des écoles et des églises. Alors que c'est une opportunité pour le CNTS de pouvoir collecter les poches, de pouvoir recruter de nouveaux donneurs et de mettre ces poches au profit de nos malades. Bon, disons, M. Tété, puisque vous l'avez dit une fois, que ce sont les étudiants, les élèves étudiants et les fidèles des églises et des mosquées, naturellement, qui sont vos plus grands pourvoyeurs de poches de sang. Oui, plus de 70% de nos donneurs sont des élèves et des étudiants. Oui. Eh bien, Focus Info, sorti aujourd'hui, même écrit que la COVID-19 accentue la pénurie de sang. Alors cela nous amène à cette question. Quel est, selon le CNTS, l'impact de la situation de la COVID-19 sur la disponibilité des produits sanguins actuellement? Merci beaucoup. Nous pouvons dire que les collectes ont baissé. Nous n'arrivons plus à faire les collectes mobiles parce que les établissements scolaires, c'est-à-dire les élèves du secondaire et de l'université, les écoles étaient fermées, et les églises, et aussi, il n'y a plus de regroupement de plus de 15 personnes afin de pouvoir organiser les collectes mobiles. Donc, les collectes sont accentuées plus sur le site FIS, c'est-à-dire au CNTS à Tokoin-Douma-CC. Mais les donneurs n'arrivent plus à nous fréquenter habituellement comme ça se passait avant. Pourquoi? Parce que bon nombre de gens avaient peur avec la pandémie. Bon nombre de gens se sont dit, il n'y a pas les mesures prises. Ils ne sont pas sûrs si toutes les mesures sont réunies au centre afin qu'ils puissent passer, faire librement leur don de sang. Et c'est le lieu de leur rappeler que toutes les mesures ont été prises. C'est que la prise de température, il y a l'écart qui est respecté. Maintenant, quand vous venez au centre pour le don de sang, déjà à l'entrée, vous allez vous laver les mains. Il y a le dispositif de lavage de mains, la prise de température par un personnel de santé. Dans le hall d'attente, il y a écart de 2 sièges afin de garantir la santé du donneur. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de contamination sur le site FIS. Donc, nous demandons à la population de faire nombreux le déplacement afin de donner de leur sang, afin que ces poches soient toujours disponibles. Parce qu'il y a la COVID-19, mais il y a les autres malades qui sont là. Vous rassurez qu'en cette période de pandémie, le centre a pris les dispositions pour vous mettre vous-même en sécurité et mettre également en sécurité les candidats au don de sang. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors dites-nous, quelles sont les conditions et les raisons pour lesquelles nous devons continuer à faire don de notre sang? Merci beaucoup. Jusque-là, quel que soit le progrès de la médecine, de la technologie, le sang artificiel n'existe pas. Donc il faut nécessairement que ça soit produit par l'organisme humain. D'où la nécessité de donner habituellement de son sang. Chez les hommes, c'est une fréquence de 3 mois. Et chez les femmes, c'est une fréquence de 4 mois. Mais il y a certaines conditions de base. Il faut que vous ayez au moins 18 ans, c'est-à-dire âge limite entre 18 et 60 ans. Vous devez peser au moins 50 kg et vous devez être en bonne santé. Parce que vous qui voulez donner du sang, il faut que vous-même, vous protégez votre santé. Donc, vous devez être en bonne santé. Ne pas se faire tatouer le corps dans les 12 premiers mois. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui a eu des tatouages et autres entre-temps, il doit attendre au moins 6 mois, voire 12 mois, avant de pouvoir faire le don de sang. Parce que c'est un engagement qu'il a pris de pouvoir sauver des vies humaines. Il faut qu'il respecte nos principes. Merci. Donc, ces conditions pour donner du sang. Un auditeur voudrait savoir si vous n'êtes établi ici qu'à Lomé. Non. Nous pouvons dire, grâce aux efforts du gouvernement, le centre de transfusion sanguine se trouve sur tout le territoire. Ici, à Lomé, il y a le siège CNTS à Tokoin-Douma-CC. En plus, au CHU Sylvanus Olympio. Région maritime, nous sommes à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu d'Afagnan. Dans les plateaux, nous sommes au CHR Atakpamé, CHP Kpalimé. À Sokodé, c'est le centre régional de transfusion sanguine. Et encore un poste de collecte au niveau de Kara et de Dapaon. Merci, M. Tété. Céleste Béni a pour vous une question.
Oui, et tout à l'heure, il disait que en fait, c'est les élèves et les étudiants qui sont quand même les gros pourvoyeurs donc de poids de sang. Et vraiment, il y a la Covid et il faut s'adapter. Maintenant, à votre niveau, quelles sont les mesures que vous prenez, ne serait-ce que pour garantir cette cible privilégiée, qui sont les enfants, les élèves et les étudiants, même si ils ne sont pas du moins dans les écoles, dans les établissements. Merci beaucoup pour votre belle question. Le CNTS est une grande institution. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une pandémie, donc nous allons rester bras croisés en se disant que la grande partie de nos donneurs sont des élèves et des étudiants. Le CNTS a renforcé sa communication par l'envoi des communiqués sur des radios pour diffusion. Et nous envoyons aussi des messages personnellement aux donneurs pour les expliquer toutes les dispositions prises par notre institution afin de garantir leur santé au sein de nos structures. En plus de ça, nous avons confectionné des visuels et autres que nous partageons sur nos réseaux sociaux, à savoir Twitter, Facebook et les WhatsApp. Au-delà de ça, nous avons organisé des campagnes de dons de sang dans le respect des mesures barrières. Il s'agit d'une campagne par la plateforme des médecins que nous appelons les hôpitaux et moi, où nous avons pu trouver un grand nombre de poches. Et par après, à la journée mondiale du don de sang, le 14 juin dernier, nous avons organisé encore une campagne. Donc, ce qui veut dire que ce sont ces deux campagnes qui ont pu donner un peu de souffle au CNTS et l'envoi de messages pour le rappel des rendez-vous. Au fur et à mesure, c'est ça qui nous donne un peu du poids en ces moments-ci. Merci. Juste pour rappeler que déjà en temps normal, vous n'arrivez pas à disposer du poche de sang qu'il faut pour le pays. Cette situation devient plus compliquée encore avec la pandémie. Mais M. Tété, vous nous rassurez encore une fois que le centre a pris toutes les dispositions de sécurité et vous nous invitez à continuer à donner de notre sang pour sauver l'autre. Oui, Bourama Tchabouré. Moi, je voudrais peut-être continuer par, disons... Le micro. Oui, je voudrais peut-être exhorter notre ami à continuer la sensibilisation à travers une petite question. Il a dit tout à l'heure que pour pouvoir donner de ton sang, il faut être en bonne santé. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il met dans être en bonne santé? Parce qu'aujourd'hui, les populations, il y a certains qui ont envie de donner effectivement de leur sang. Qu'est-ce que vous mettez dans être en bonne santé? Merci beaucoup. Être en bonne santé, je crois que M. Gadiel vient de le dire tout à l'heure, il faut que notre alimentation soit notre premier médicament. Ce qui veut dire qu'à la base, nous devons nous abstenir de certaines choses. Il vient de le dire tout à l'heure que l'alcool et je crois que c'est... Quel produit? L'alcool et le quoi qui ne font pas bon le tabac, alcool et érection ne font pas bon ménage. Ce qui veut dire que ceux qui prennent régulièrement de l'alcool et autres, c'est pas conseillé avant le don de sang. Dans les 24 heures précédant le don de sang, il faut s'abstenir de l'alcool. Ceux qui sont des fumeurs chroniques et autres, nous ne les conseillons pas de venir faire leur don de sang. Donc, il faut qu'au moins, parce que vous prenez un engagement de pouvoir sauver des vies humaines, il faut que vous-même vous soyez en bonne santé. Donc, en premier lieu, c'est la vie du donneur que nous voyons. Donc, c'est ça que nous garantissons. Et c'est pourquoi, après d'avoir réuni toutes les conditions, il y a une salle de consultation que nous appelons une salle de sélection de donneurs. Et c'est confidentiel. Donc, c'est là où on va vérifier avec vous s'il n'y a pas des antécédents médicaux qui peuvent toutefois nuire à votre santé. Parce que vous voulez sauver des vies humaines, nous voulons que toute la population se porte bien. Il faut qu'on arrive à préserver ceux qui viennent volontairement nous donner ce cadeau précieux, ce liquide rouge, afin que nous pouvons servir la population. Merci. Nous venons de comprendre que, comme le disait hier Madame Tchegan, il y a deux façons de faire face aux difficultés. Soit on les transforme, soit on se transforme en les affrontant. Le CNTS se transforme, s'adapte pour nous rassurer et nous invite à venir donner davantage, un peu de notre sang pour sauver l'autre. Cet autre qui peut être un parent, un ami, un collègue, un voisin, ceux qui le peuvent. Allons donner un peu de notre sang pour sauver l'autre. Oui, Gadiel? Oui, je pense que si vous vous rappelez bien, on avait fait un article ici parce que beaucoup se posaient la question, c'était même un débat sur le plan international, est-ce qu'en cette période de Covid, est-ce qu'on peut faire le don de sang? Et nous, on était dans, au secret de cette conférence internationale et nous avions écrit pour dire que oui, on peut faire le don de sang.
parce que autant la Covid continue, autant les autres maladies continuent, autant il y a des patients qui ont besoin de poches de sang pour leur vie. Donc, c'est aussi un appel auquel se joint Santé et Éducation pour que nous puissions aller au niveau de ce centre, parce que c'est vrai, les mesures sont prises pour protéger ceux qui veulent donner le sang pour que les vies soient sauvées. Parce que là, la situation, elle est plus grave que les années passées. Vous venez de le dire. En temps normal, ce n'était pas évident. Maintenant, avec la Covid, c'est plus grave. Donc, nous tous, nous devons nous mobiliser pour aller faire le don de sang. Merci. Très important. C'est un acte humanitaire. Nous allons revenir là-dessus à 12h. Probablement que les auditeurs voudront en savoir davantage. C'est pourquoi M. Tété Yaosena reste à nos côtés pendant que nous nous transportons au siège de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui a ouvert hier de façon solennelle sa deuxième session ordinaire. Et je le disais, les députés sont repartis en classe jusqu'à la fin de l'année, 4 mois. Et comme Mme Tchegan l'a dit hier, ils auront 23 projets de loi, dont naturellement la loi de finances budget exercice 2021. Mme Tchegan hier, qui a saisi l'occasion pour interpeller les membres du gouvernement, qui a dit que des députés préparent déjà des interpellations aux membres du gouvernement. Et Mme Tchegan qui a rappelé que le gouvernement a l'obligation de transmettre à l'Assemblée le recueil des textes relatifs à la riposte nationale contre la Covid-19. Elle a également informé que l'Assemblée, la session mettra l'accent sur le secteur de l'éducation nationale, l'entrepreneuriat local. Et Mme Tchegan, ça m'a fait plaisir, quand j'ai entendu la présidente de l'Assemblée nationale nous exhorter à la consommation locale. Sylvestre Béni, moi particulièrement, c'est ça qui a retenu mon attention quand le deuxième personnage de l'État nous exhorte à promouvoir la consommation de nos productions locales. Oui, je crois que nous avons souvent attiré l'attention donc de nos dirigeants sur ce fait-là. C'est vrai que la présidente de l'Assemblée nationale elle-même fait des efforts pour être en pagne. Ça, il faut le saluer. Maintenant, devant elle, il y a quand même de... Sauf que ce n'est pas des pagnes tissés ici. Bon, c'est encore trop chinois. Mais bon, tout compte fait, il faut le faire. Maintenant, devant elle, il y a quand même plusieurs députés qui sont toujours en veste et tout ça. À un moment donné, je crois que il faut mettre le pagne. Regardez, du moins... au niveau du Burkina Faso, vous verrez au cours donc du Conseil des ministres, ils sont en faso d'Anfani, comme mon confrère la porte sur ma tête, c'est joli. Mon confrère voilà, c'est joli. Donc les ministres, ils sont souvent en faso d'Anfani. Il y a un ministre, le ministre du Commerce qui était venu lors donc à la dernière foire. Il était donc en faso d'Anfani, mais à côté de lui, il y a l'autre ministre du Commerce, le Togolais, qui est toujours en veste, cravate, tout ça. Bon, à un moment donné, il faut être décontenté. Donc, monsieur le ministre, portez souvent les pagnes. Et là, ça fait la fierté du Togo. Le Togo, c'est le pays de Nabès. Alors, beaucoup de journaux sont revenus sur les propos de la présidente de l'Assemblée nationale. Et avec ce phénomène de pétrole gate, quand madame la présidente disait que au menu de la session, il y a des interpellations que les députés préparent pour les ministres, beaucoup de journaux, dont vous, Mania Libéré, vous écrivez que le pétrole gate sera sûrement au menu de certaines interpellations. Oui, effectivement, hier à l'ouverture, dans le discours de madame le président de l'Assemblée nationale, elle a annoncé le fait que même au niveau, le ministre le ministre ADG aurait déjà transmis des lettres au niveau de l'Assemblée nationale, et comme ça, l'interpellation va commencer par cette affaire qui est d'actualité actuellement et dont le procès même est annoncé pour le 19 septembre prochain. Donc on attend l'interpellation que les ministres vont dire, puisque l'affaire est en train de faire grand bruit, aussi bien au niveau de notre confrère qui a révélé l'information qu'au niveau même de l'avocat de la famille Adjakli qui aussi fait des choses. Donc aujourd'hui, l'Assemblée nationale, on l'a toujours dit, doit aussi se saisir de cette affaire et certainement ouvrir même une enquête parlementaire pour comprendre
exactement ce qui se passe, parce que c'est nos représentants là-bas, les représentants des élus, qui doivent savoir ce qui se passe exactement au niveau de cette affaire. Donc je pense que l'interpellation annoncée par la présidente de l'Assemblée nationale est une bonne chose. Il faudrait que peut-être que le ministre qui sera interpellé, c'est le ministre du Commerce, qui sera certainement interpellé, qui puisse répondre de façon, comme on le dit, de façon responsable, pour expliquer ce qui se passe et ce qui s'est passé au niveau de ce pétrole gate et qui est en train de faire des buzz au niveau des réseaux sociaux et dont on attend le procès. Donc le ministre du Commerce doit aller s'expliquer. Parce qu'il ne faut pas qu'il fasse comme les autres. Non, il ne fera pas comme les autres. Ouais, lui-même, il répondra probablement à cette interpellation. De toute façon, le Mania Libéré écrit que le pétrole gate ou l'affaire Adjakli sera au centre des interpellations. Autre journal, c'est Fraternité qui écrit que les députés vont caresser l'affaire Adjakli. Bourema Tchaboré, votre journal aussi, vous vous intéressez à ce sujet. Oui, moi je pense que caresser ou pas, ce n'est pas là le problème. Moi je pense qu'il faut quand même à un moment donné prendre de la hauteur et poser des actes qui puissent amener les Togolais à nous apprécier. Nous avons toujours critiqué nos élus du peuple par rapport à un certain nombre de situations où ils se taisent, ils ne disent rien, ils ne font pas ne serait-ce que des comités pour pouvoir agir. La presse dénonce un certain nombre de choses. Moi, je pense qu'il faut d'abord apprécier à sa juste valeur l'annonce faite par la présidente de l'Assemblée et attendre voir qu'est-ce qu'il en sera. Et nous pensons, nous espérons que le ministre va répondre pour éclairer la lanterne des Togolais pour qu'on puisse en savoir qu'est-ce qu'il en est de cette grosse somme. On parle de 400 à 500 milliards. Qu'est-ce qu'il en est effectivement? Alors qu'aujourd'hui, notre pays est en train de se chercher. C'est déjà une bonne chose. Le fait que la représentation nationale ait pris sur elle l'engagement d'interpeller les membres du gouvernement, il faudrait que ces membres du gouvernement puissent quand même répondre, même si les réponses ne nous satisfont pas. Moi, je pense que ça, c'est du ressort quand même de l'Assemblée nationale de le faire. Et pourquoi pas, le confrère l'a dit tout à l'heure, de former des comités pour en savoir un peu plus et creuser. Parce que ça va dans l'intérêt des Togolais pour lesquels ces élus sont aujourd'hui à cet hémicycle. Liberté aussi écrit à la page 5 que les députés s'invitent dans le pétrole gate. Même Sika, le magazine humoristique Sika aussi écrit Pétrole Gate, à quoi devrait servir cette affaire? Sylvestre Béni? À quoi devrait servir cette affaire au niveau de l'Assemblée nationale? Sauf que je vous dise rien. Rien, parce que, en fait, nos députés, en réalité, ont tendance à sous-estimer, à ne pas comprendre du moins le bien fondé ou la hauteur, donc la dimension donc de leur titre. Vous verrez des députés courir derrière un ministre, monsieur le ministre, oh, le député est élu, le ministre est nommé. Mais lorsque il faut préciser que le député est élu pour 6 ans, alors que le ministre il peut être nommé pour être dégagé après sa nomination. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je dis que et tant que le député ne va pas quand même s'affirmer, et il n'y aura rien. Vous avez vu lors donc de cette affaire donc de la route Lomé-Vaughan en point, il y a le ministre des Transports à l'époque, M. Nichan, une femme qui est arrivée, mais il parlait aux députés comme si il a devant lui ses enfants. Vous voyez, et parmi tous ces lots-là, il n'y a rien qui puisse peut-être lever, personne qui puisse lever peut-être son petit doigt pour lui dire, monsieur le ministre, mais vous devez vous conformer, vous devez répondre, vous devez faire ci et ça. Donc voilà, donc en réalité, ce sont les militants de l'UNI qui sont là. Donc il y a il y a d'autres partis qui sont non, il peut rien se dire. S'il y a des choses à dire, ils auront le fait donc au cours de leur réunion hebdomadaire. Donc au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y aura rien. Voilà. Merci. Donc cette affaire de Pétrole Gate nous amène au dossier corruption. Nous en parlons, d'autant plus que la A+IA s'invite au Club de la Presse aujourd'hui. Commençons par l'éditorial de Focus Info qui écrit A+IA, la presse à bon dos. Jean-Paul Agbo écrit incroyable mais vrai. Après s'être fait applaudir début août
pour son courage d'avoir clairement identifié la structuration de la corruption dans notre pays, ainsi que ses acteurs les plus emblématiques. La A+IA vient de faire un curieux rétropédalage. Le président de la A+IA qui accuse la presse d'avoir été un mauvais relais de cette enquête que la A+IA a commanditée et que l'INSED avait menée. Fraternité s'en saisit aussi et écrit à la page 4, lutte contre la corruption, et Sohana Ouiao enterre la A+IA. Autre journal, c'est La Manchette. Sylvestre Béni, vous écrivez à la page 7, A+IA et Sohana Ouiao fait tomber le masque. Sylvestre? Oui, le sous-titre, nous avons dit extrait de la comédie. En fait, c'est une comédie. Et nous étions parmi peut-être ceux qui ne croyaient pas à ces cellules de lutte contre la corruption. Au début, et ça, vous devez vous rappeler que j'avais dit ici, en faisant le rapprochement avec un joueur de Chelsea à l'époque, et César Azpilicueta, et je disais que c'est un bon dribbleur, et que ce joueur-là de Chelsea, il a quand même cette manière donc de feinter les gens, que ce sera le même schéma de A+IA. Aujourd'hui, je crois que les faits me donnent raison. Et vous avez vu, quelqu'un qui a pris son courage à deux mains et qui a dit que au niveau donc que les ministres, les préfets, les magistrats, que c'est à ce niveau-là que la corruption donc a bâti sa maison de retraite. C'est le même qui est revenu quelques jours plus tard pour présenter des excuses publiques à ces personnes-là. Donc vous voyez, donc je vous dis que cette cellule c'est un décor. C'est un décor pour amuser la galerie et aujourd'hui nous avons raison. Parmi tous ces journalistes-là qui étaient là, donc, il y a un seul monsieur qui nous dit que la presse, c'est-à-dire les différents organes qui étaient là, donc eux tous n'ont pas compris le message que lui il a fait véhiculer le 6 août. Même la TVT. Même la TVT qui a passé l'élément. Donc il veut nous dire que tous les journalistes qui sont là le jour-là ne sont pas à son niveau. Donc le français que lui il a parlé, tous ces journalistes-là n'ont pas compris. Non, donc c'est un monsieur qui a fait le tweet et à un moment donné on lui a dit mon cher ami, ce que tu as dit là, peut-être que le boss est fâché, et puis bon, trouve une formule donc, pour corriger le tir. Donc il est venu pour dire, je présente mes excuses. Non, c'est triste. Et pourtant, Bourema Tchabouré, je le disais, la A+IA a commandité une enquête. Enquête menée par, un sondage mené par l'INSED. L'INSED qui est quand même une structure de l'État. Et cette enquête laisse transparaître que environ 10 milliards de francs CFA sont versés annuellement sous forme de pots de vin dans le pays par les particuliers et des entreprises. Et les acteurs les plus impliqués, selon l'enquête, sont majoritairement des riches, à 77,2%, des hommes politiques tels que les ministres, les préfets ou les magistrats. Et les composants de la société qui cèdent le plus à la corruption au terme de l'enquête sont les agents de la justice, 70%. Ce n'est pas les journalistes qui ont fabriqué ces chiffres-là, c'est l'INSED qui a mené les enquêtes et la presse n'a fait que relayer. Et voilà le président qui nous accable de tous les maux et a le toupet même de présenter ses excuses publiques aux personnalités qui sont accusées d'être c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas croyable. C'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas croyable. Est-ce que le président de A+IA peut peut-être nous dire ce que la presse a fait de mauvais? Tout ce que vous venez de lire, ça, est-ce que c'est la presse qui a relaté ça? Non, c'est une enquête. Qui avons quand même fait l'enquête. C'est une enquête. C'est une enquête relatée par l'INSED, qui a été faite par l'INSED et commanditée par la A+IA. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Et on nous a peut-être, on a donné la main à M. Ouiao de pouvoir faire le travail. S'il ne peut pas faire le travail, il n'a qu'à le dire et s'éclipser. Non, ça c'est trop sérieux. Tout le monde avait eu espoir que l'institution allait faire quelque chose tout au début, tu l'as dit tout à l'heure. Mais à la manière dont les choses vont, voilà ce que le confrère vient de dire tout à l'heure, les gens risquent d'imputer ce qui est en train de se passer à la plus haute autorité. Point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Ouiao a fait un retour pour pédalage? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous tous, nous sommes conscients qu'aujourd'hui,
Et la corruption est un phénomène, on ne peut pas le dénier. Et la corruption, elle est là, dans le pays. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on apprécie la mise en place de cette institution. C'est un premier pas. Le plus grave, ça aurait été de ne pas mettre en place la Aplusia. Tout le monde a applaudi. Maintenant, aujourd'hui, lui-même, M. Ouillon, est en train de remettre en cause l'idée même et la vision même des premières autorités qui ont mis en place cette institution. Si les gens ont mis en place cette institution, c'est parce qu'ils sont conscients qu'il y a la corruption et il faut la combattre. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde l'a dit, les médias n'en ont rien à cirer. C'est monsieur Ouillon lui-même qui se met les pédales, qui se mélange les pédales, s'il te plaît. Alors, à vous, Bassissaka, je ne voudrais pas relever sur les procès d'intention que les gens font à la Aplusia, que c'est une vieille femme édentée qui ne pourra rien faire contre la corruption. Un outil quand même qui aurait pu permettre à la Aplusia d'aller de l'avant, c'est ce sondage mené par l'INSET sur sa propre commande. Et voilà comment M. Ouillao va jeter en pâture publique, et nous la presse, et l'INSET qui a mené sa propre enquête. Sincèrement, c'est décevant. Très décevant de la part de ce M. Ouillao. En principe, qui se dit être juge. Non, il est juge quand même. Oui, mais on ne peut pas se comporter ainsi du moment où on recommande une enquête. On commandite une enquête à une organisation étatique qui mène cette enquête, qui vient livrer les résultats, le rapport de ces enquêtes. Tu viens lire ça devant la presse. Lui-même. Hein? Lui-même, tu viens lire les résultats de l'enquête devant la presse. La presse fait son reportage, vient faire ses articles, et on vient dire que c'est la presse qui a induit les gens en erreur. C'est pas sérieux ça. Ça ne fait jamais sérieux. Est-ce que ce monsieur-là se prend pour un responsable? Parce que cette situation, c'est qu'il met en difficulté l'organisme qui a fait l'enquête. L'INSET. Il met en difficulté cette organisme. Donc s'il n'a pas, il veut que personne ne recommande plus de l'enquête à ce niveau, alors que les messieurs ont bien fait leur travail sur le terrain. Ils ont fait des enquêtes, ils ont enquêté. La corruption, on sait qu'elle existe au Togo. Mais si M. Ouillon n'est pas courageux de faire le travail, qu'ils disent et on le dégage, qu'on nombre des courageux. Parce que celui qu'il fait là, c'est qu'il manque de courage. Parce qu'on dit qu'on veut des hommes courageux à la tête des grandes institutions. Et on ne peut pas nommer n'importe qui pour lutter contre la corruption. On ne peut pas nommer n'importe quelle personne pour être à la tête d'une organisation mise en place par le chef de l'État. Non, lui, il s'est disqualifié. Par le chef de l'État qui dit qu'il y a la corruption, il faudrait qu'on mette en place une institution. Et cette institution a été mise en place. Maintenant, vous commencez par donner des enquêtes. On fait le rapport, vous dites que non, c'est pas normal. Je comprends pourquoi aujourd'hui, lorsqu'il a fait les enquêtes pour envoyer sur la route Lomé-Vaugan et le football, les choses sont toujours présentes. Parce qu'il n'y a pas, on sait qu'il n'est pas courageux. En fait, M. Ouillao donne raison à ses détracteurs. Il donne raison à ses détracteurs. Moi, j'aurais voulu plutôt qu'il envoie un droit de réponse à ces médias pour nous dire ce dont il nous reproche. Il a qu'à envoyer un droit de réponse parce que la loi l'exige et nous verrons qu'est-ce qu'il dira dans le droit de réponse et que les médias se sont mal comportés. Il a déjà fait son droit de réponse. Il a présenté des excuses publiques. Il a fait une déclaration. Il a fait une déclaration que je vais vous lire. Et c'est grave. Il dit que tous les pays qui ont eu à réaliser une enquête sur la perception et le coût de la corruption se sont limités à l'estimation des pots de vin. Donc ça veut dire qu'en réalité, il veut nous faire croire que tout ce qu'ils ont fait la dernière fois, ils ont juste estimé. C'est pas un travail assez fourni, c'est pas un travail assez fouillé. Ils sont juste là, ils se sont retrouvés entre copains, ils ont pris au moins deux pelles, et puis ils ont estimé les choses, et puis ils ont balancé ça dans la masse. Donc, je vous dis que tout cela discrédite le monsieur. Il n'a pas le courage, il n'a pas l'étoffe nécessaire d'être là. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de lui trouver une porte de sortie, et il va retourner donc au niveau de la justice, continuer son travail. C'est mieux. Ok. Je n'ose pas aller plus loin. Parce que moi, j'espère que c'est décevant. Le chef de l'État a eu confiance en lui. Elle le met à cette place. En fait, je peux faire une confidence. Quand on avait créé la Aplusia, j'étais de ceux qui y croyaient. Mais j'ai été très déçu. La première fois où la Aplusia nous avait rencontrés à l'hôtel Concorde. J'étais ressorti de la salle là très 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 déçu.
Et M. Ouiaou vient de me donner raison qu'il y a à être déçu par la A+IA. En tout cas, le chef de l'État qui l'a créé sera avisé en conséquence. On va terminer rapidement avec vous trois. Abacha Isaka, le Mania libéré paru aujourd'hui. S'il y a un seul article que je devrais lire et pour lequel je devrais acheter votre journal, à part ce qu'on a déjà dit. Abbas? Oui, il y a hier, il y a des communiqués interministériels qui a été signé, un communiqué pour demander aux gens le long de la plage de libérer tous les opérateurs économiques qui sont le long de la plage, de libérer le plancher, parce que ce sont les maires qui ont signé des engagements, on a fait des contrats de bail à ces sociétés et à ces entreprises, à ces choses. Et maintenant, c'est les ministres qui viennent demander aux gens cela de quitter, parce que moi, j'évoque là-bas qu'il y a un petit problème de conflit de compétences. Un conflit de compétences du moment où les maires qui sont élus doivent faire tout pour que leur localité puisse vivre de certaines activités. Et c'est pour cela qu'il y a des situations qui ont contré les maires là, parce qu'on a cité que c'est des communes Golfe 5, Golfe 1, Golfe 4. Donc, ensemble, voilà des maires qui signent des contrats avec des opérateurs économiques et des ministres demandent aux dix opérateurs économiques de déguerpir. De déguerpir. Et qu'on évoque le problème des tests sur... Au minimum, ça pose un problème de l'harmonie de l'action au sommet de l'État. Bourama Tchabouré, non, justement, moi je voudrais, c'est le problème qui me tenait à cœur, parce que nous avons constaté ces derniers temps qu'au niveau de ces communes, ça jase, il y a beaucoup de problèmes, les maires se créent des problèmes, il y a des soucis, ils ne s'entendent pas, et ce n'est pas seulement qu'à Lomé ici, même à l'intérieur du pays. J'ai eu l'information au niveau d'Ani, il y a un autre souci dans une commune. Vous savez, c'est vrai, je pense qu'il faudrait quand même prendre la mesure de la chose. Je m'adresse particulièrement aux ministres et aux institutions pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour harmoniser tout ce qui se passe dans nos communes en ce moment. Il y a trop de problèmes. C'est vrai que nous sommes à une première expérience. Il faut le dire. On peut quand même l'accepter ainsi. Mais je pense qu'au fur et à mesure, il faudrait quand même que le ministre puisse s'impliquer pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la mise en place de ces communes est en train de nous démontrer qu'on a encore du boulot à faire. Vraiment, et que franchement, le travail est là et que le ministre, il faut quand même commencer. Il faut jeter les fleurs du fait qu'on ait eu quand même à arriver à ce niveau. Oui. Parce qu'il fallait qu'on en arrive. Il y a du travail à faire. Merci Sylvestre Béni. Le titre manchette de votre manchette. Oui, en fait, nous sommes revenus sur les treillis et nous disons que des garnisons pour Safoison et Togo, Lamé et les pages jubilatoires des treillis. C'est-à-dire, nous avons fait le constat que notre pays devient presque une république des treillis, c'est-à-dire vous allez au niveau des préfectures, vous verrez que sur les 39 préfectures, plus du tiers sont donc des militaires. C'est-à-dire, vous allez à Saint-Cassé, il y a le colonel et le commandant Yadani qui est là. Vous allez dans la Kosa, il y a le colonel Didier Bakali qui est là. Vous allez dans l'Est Mono, il y a le colonel Bitinowe. Vous allez au niveau donc du Moyen Mono, il y a le colonel Diato. Vous allez même à Guanivé ici, il y a le colonel Awateo Dabalo. Et on peut assister. Remontez à Bassa. Je vais à Bassa, vous trouverez le colonel Jean Faré Bonfo. Vous allez au niveau donc de Tchaodo, il y a le colonel Mompio qui est là. Donc peut-être aussi dans le Dankwen aussi. Dans le Dankwen, il y a le colonel, je crois que c'est le colonel Yakoubou qui est là. Donc aujourd'hui, vous verrez que c'est presque une colonie donc de colonels qui nous colonisent. Et puis vous verrez au niveau donc vous arrivez donc au niveau des sociétés étatiques. Vous allez au niveau de l'ANSAT, il y a le colonel Ouropoura Gadazi qui est là. Vous allez au niveau donc de l'ANAC, il y a le colonel Nyamalatia qui est là. Vous allez au niveau donc de la NASAP, il y a le général Berena qui est là. Vous allez au niveau du port autonome de Lomé, c'est le contre-amiral Foga Adegnon, suivi donc du colonel Roch Bala qui est Miasingbe. Donc il y en a tellement, je peux en citer jusqu'à demain.
Donc aujourd'hui, c'est une colonie. Hein, c'est une colonie. Une donc, colonie de colonels qui nous colonisent. colonisent. Donc, à un moment donné, il faudrait... On va finir tout ça dans la bonne humeur avec coach Caroline. Bonjour. Bonjour. Eh bien, vous êtes coach des familles, coach des couples. Vous devez avoir des choses à nous dire. Merci beaucoup. Je me suis fait inviter ici parce que je sais que vous faites du bon travail et que vous travaillez pour que nos relations humaines soient encore plus saines. Tout ce que vous êtes en train de débattre, ça montre de la collaboration entre deux ou bien plusieurs personnes. Et ça commence au niveau de la famille. C'est au niveau de la famille que nous devons déjà commencer par inculquer tout ce que nous disons. Et inculquer ne suppose pas il faut dire ce qu'on doit faire. Mais il faut faire ce qu'on dit aussi. C'est ça. Merci beaucoup. Nous apprenons que vous avez un programme de formation incessamment. Oui, bon, on a déjà lancé ce programme de formation. C'est un programme de formation en ligne. Et nous avons trouvé que c'est vraiment fondamental qu'on donne des notions de base. Et ces notions de base, c'est à la découverte du fonctionnement de l'homme et de la femme. Quand je dis l'homme et de la femme, ce n'est pas uniquement parce qu'ils sont conjoints. Hein. Un homme comme Sylvestre Béni. Oui. Et une femme comme vous, Caroline. Comment fonctionne-t-il? Ce n'est pas de la même façon. Soyons clairs là-dessus. Et il faut toujours chercher à le connaître. Parce qu'on a tendance à se dire que normalement, il ne devait pas réagir comme ça. Dans ces normes, on pense que la personne doit réagir comme soi. Alors que la personne n'est pas soi. Donc, une femme raisonne et se comporte en femme. Un homme se comporte et raisonne en homme. En homme. Donc, devant une même situation qui se présente, il faut que nous ayons déjà en idée que les comportements seront différents. Voilà. Et quand c'est comme ça, quand la personne raisonne, tu sauras qu'elle raisonne en homme ou bien en femme et ça permettra une conciliation. Mais quand on s'attend déjà que la personne devait réagir comme je pense, il y aura déjà des conflits ou bien des disputes ou bien des malentendus qui se créent. Voilà, je comprends. Devant une situation, un homme comme Bouraïma réagit comme un homme gros et une femme comme Caroline réagit comme une femme svelte. C'est ça? C'est vrai, bon, mais... Quelle incidence cela peut avoir au niveau des couples par rapport à ce que vous venez de dire? Beaucoup d'incidences. Et malheureusement, les incidences ne sont pas positives. C'est encore plus négatif. Parce que c'est ça qui est la source de tout ce que vous avez comme problème de couple. Malentendu, dispute, divorce, et tout ça là, c'est la base. Et ceci, je reviens que ce n'est pas le fait de dire qu'une femme doit faire comme ça. C'est qu'est-ce qu'elle a appris depuis chez elle. Qu'est-ce qu'elle a appris dans la société? Est-ce qu'elle a appris à se comporter ou bien à fonctionner comme femme? Ou bien elle a appris ce que la société lui a donné? Et ça, on risque d'avoir toujours des problèmes si on ne corrige pas l'éducation dès la base. Ce qui nous amène à travailler sur ce sujet il y a quelques années. Eh bien, comprendre un homme pour vivre avec lui, comprendre une femme pour vivre avec elle, voilà les deux thèmes principaux de cette formation qui a déjà démarré à votre niveau. Oui, ce sont des formations modulaires. Donc, elles sont là pour qui le veut, pour qu'on puisse l'intégrer dans les groupes. Si Abbas Issaka le veut, comment il peut y prendre part? Bon, il suffit seulement de prendre contact avec la société, c'est-à-dire l'Académie de la famille. Maintenant, précisez parce que si vous êtes quelqu'un qui est occupé dans la journée, on vous mettra dans une vague de nuit pour que vous puissiez suivre cela. Et dès que vous allez suivre la formation finir, il y aura un suivi par rapport à la formation. Et comment contacter cette Académie de la famille? Il y a des numéros. Qui sont? Le 90 38 87 79. Qui est le principal numéro, 90 38 87 79. Et il y a aussi
Le site, bon, c'est l'académie de la famille.com. Le site, ça. Et le second numéro, c'est le 99 07 63 104. Merci. Alors dites-nous, est-ce que la colonie des colonels qui nous colonisent aussi peut participer à votre formation? S'il se trouve qu'ils savent qu'ils sont hommes, oui, ou bien qu'ils savent qu'ils travaillent avec des femmes, ou bien qu'ils travaillent avec des hommes, ils sont appelés à venir aussi à l'école, à cette école. Parce qu'il n'y a personne qui peut se dire qu'il a eu des relations saines. Hein. Ce que je suis en train de dire, même toi, père de famille, dès lors que tu ignores un peu que tu as en face de toi un garçon qui est homme comme toi, et que la façon dont tu te comportes, la personne se comporte presque de la même façon, tu vas sembler lui dicter. Alors que vous savez, un homme n'aime pas qu'on lui dicte ce qu'il fait. Vous savez ça, non? Un homme surtout gros comme Bourema Chaboré. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. À Sylvestre, un auditeur qui nous dit que dans le Dangpen, c'est le colonel Nyaku qui est là. Un autre auditeur qui lui dit qu'il n'y a pas que les colonels, il y a aussi la vague des commissaires et même des commissaires femmes qui rejoignent donc cette colonie de colonels qui nous colonisent. Eh bien, on va devoir suspendre là le temps de souffler un peu et rebondir avec les auditeurs. Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5. Bien, nous sommes à présent ouverts à vos questions, à vos commentaires, sauf vous rappeler que quand nous parlions tantôt des personnalités qui meurent ces derniers temps à l'extérieur, il faut quand même rappeler que le ministre Eovo, lui, c'est ici au pays que Dieu l'a rappelé. À présent, le premier auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, ça. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Vincent, je vous appelle depuis Baie. Depuis Baie? Oui. Eh bien, nous vous écoutons. D'accord. Je voudrais rebondir sur ce que Sylvestre Béni vient de dire. Ce problème est vraiment criard aujourd'hui, la militarisation de toutes les institutions au niveau de l'État. Le militaire, lorsqu'il arrive à la tête d'une institution, il change carrément tout. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le militaire, en rentrant dans la caserne, on l'a sorti l'esprit civil. Et quand vous le mettez à la tête d'une administration, le problème souvent, c'est qu'ils sont incompris. Le militaire, lui, c'est le résultat. Il s'en fout du bien-être de qui que ce soit. Donc, il faudrait qu'on essaie de revoir ce problème-là un peu. Cela m'amène aussi à dire aujourd'hui que dans les rédactions, quand vous allez aujourd'hui à la TVT, vous allez constater que tous les journalistes sont partis. Ils sont dans les institutions en tant que chargés de communication et tout. Le journaliste a été formé pour gérer la rédaction et non gérer la communication des institutions. Ça pose véritablement pour eux. Merci. Sauf que je connais quand même des militaires qui sont à la tête des administrations civiles qui font du bon résultat et qui ont également satisfait de leurs collègues, de leurs administrés, qui demeurent quand même humains tout en étant militaires. Le suivant, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Comme l'a dit David. Oui, allez-y. Et je voudrais intervenir à propos de notre ami Ouiaoula, sa commission. Le président de la Aplusia. Oui. Oui. Et je voudrais vous rappeler qu'en tout temps, j'avais intervenu concernant cette institution en vous disant que cette institution a été créée tout juste pour faire plaire aux institutions internationales. Parce que comment vous allez comprendre qu'une institution qui est créée pour lutter contre la corruption se permet de gaspiller l'argent du contribuable en sillonnant tout le territoire, soit disant qu'il est en train de sensibiliser. Sensibiliser comment? Donc c'est une manière d'aller dire à ces gens-là que si vous avez volé, éclipsez-vous. Voilà le résultat aujourd'hui. Donc, je demande humblement au chef de l'État de tout faire pour changer ce monsieur. Merci. Secondo, oui. À propos des préfets. Mais, l'école d'addition a été créée pourquoi? Cette institution, l'ENA là, c'est l'ENA qui forme ces gens d'administrateurs. D'administrateurs. Civils. Qui sont là.
on ne les utilise pas. Et ils prennent les militaires pour les placer dans ces administrations. Ces militaires-là, ils ont eu quelle formation? Merci, mais il faut quand même dire qu'il y a des officiers qui sont très bien formés et qui ont des compétences réelles. Hein. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, tout de même. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Pelé. Oui. Je salue le plateau. Merci. Bon, je pense que pour la Prussia, c'est dans ce pays que nous avons vu que un ministre de la Justice était à la barre. Pourquoi avec Fonia Ségué, ça ne peut pas être comme ça? Un ministre à la Justice était à la barre dans ce pays. C'était quel ministre? Un ministre de la Clé était à la barre. Okay. Donc, je pense que j'avais dit que cette commission est là, c'est pour plaire des gens. Et c'est on l'a créé pour que si quelqu'un veut quitter leur côté, on va l'arrêter. C'est tout. C'est-à-dire que ce n'est pas une commission pour arrêter quelqu'un. Le président même sait ce qui vaut l'argent. Il a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare du pays. Il a tout le pouvoir. Merci. Mais on a parlé d'autre chose que les préfets militaires et la Aplusia. D'autres sujets qui devraient quand même vous intéresser. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Je salue le plateau. Merci. J'ai 2 points. Bon, je voudrais faire savoir aux uns aux autres que il y a certains militaires, quand ils sont dans leur fonction, ils travaillent bien. Oui, j'ai déjà dit ça. S'il vous plaît, parlons d'autre chose, s'il vous plaît. Oui. Et le second point, c'est par rapport à Prussia. On a déjà aussi parlé abondamment de la Prussia. Nous vous dirons d'autres sujets, s'il vous plaît. Oui, je ne refuse pas. C'est mon point de vue. Il faudrait que je l'apporte. Ok, allez-y. Parce que comme Sylvestre Bénin a souvent l'habitude de dire amuser la galerie, bon, si les gars, on a initié le projet et après, ils viennent demander pardon et ils veulent incriminer les journalistes, moi, je dirais que c'est très triste de sa part. Donc, c'était mon point de vue. Merci de l'avoir partagé avec nous. L'auditeur qui est en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Sas. Oui. C'est M. Gado. Monsieur Gado. Oui. Eh bien, nous vous écoutons. D'accord. Moi, je voudrais que les députés essaient de, un jour, changer le nom du Togo. Pardon? Parce que ce nom, oui. Ils n'ont qu'à mettre ça dans leur programme, de changer le nom du Togo. Le Bénin en a fait, le Ghana, tout ça. Ouais, parce que ce nom-là, c'est un nom amer pour le pays. Il faut qu'ils prennent ça en compte, changer le nom. Si le PT peut le faire, ou bien UNI peut le faire avant de partir, son nom restera dans l'histoire. Ou bien, bon, si c'est Agbomé qui prend le pouvoir, il n'a qu'à le changer. Parce qu'Agbomé a déjà commencé à changer l'emblème des 2 lions déjà. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Je rappelle que notre ami Tété de la transfusion sanguine est toujours à nos côtés. Bonjour. Allô, l'ami? Ah oui, bonjour. Allô? Oui. Bonjour, Sas. Merci. Comment allez-vous? Ça va chez nous. C'est Karim depuis Spetaco. Notre ami taximan. Ouais, je suis au garage, j'ai garé ma voiture, je passe pour l'émission en même temps. Ok. Ouais, je voulais intervenir de Aplusia. Aplusia ne peut jamais arrêter quelqu'un. Parce que même avant d'arrêter quelqu'un, normalement, c'est le président de la République qu'on doit arrêter premièrement d'abord. Sinon, Aplusia ne peut jamais se lever aller. Aplusia va aller arrêter tel colonel. Aplusia n'a même pas le droit d'arrêter qui quoi que ce soit. C'est les gens qui t'ont dit d'aller travailler. Tu ne peux jamais les arrêter. Si ce n'est pas fait, si tu fais des arrêts, tout de suite, c'est lui-même qui va aller en prison. Donc ça passe. Oui. Je voulais rappeler, Sylvestre Denis, qu'il y a un colonel, même chez nous, colonel Badombena, c'est le maire du Wahala. Quand il quitte là-bas, il va au niveau de Dacha, il y a un colonel Badombena. Donc ils sont pleins. Merci beaucoup. Merci Karim. Reprenez votre taxi. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, Sass, bonjour. Oui. Oui, Yoshua de Zanguera. Oui, allez-y, Yoshua. Oui, monsieur Sass, vous avez dit que, bon, j'ai aussi une question pour notre ami du sang, j'arrive. Dieu merci. Allez-y directement avec le sang. Sinon, j'ai deux préoccupations. Allez-y directement d'abord avec le sang. Non, c'est ça, c'est. Pardon, je dis. Ok, allez-y, Yoshua, allez-y, parlez. Ok, je dis, pourquoi pas. Je pense que dans d'autres pays comme le Ghana, quand on vous fait la transfusion, avant de repartir à la maison, vous êtes obligé d'aller chercher quelqu'un pour venir donner le sang. Et cela fait qu'au Ghana, il n'y a jamais eu, il n'y a pas trop de manque de sang. J'aimerais savoir pourquoi. Et au Togo ici, il
il ne peut pas faire comme ça. Et ensuite, concernant le fait qu'un médecin a dit que c'est les médecins qui soignent et puis Dieu guérit là. J'aimerais dire, est-ce qu'au Togo, les gens croient vraiment en ça? Puisque dans la sous-région, avec le cas de la Covid, les pays qui croient en ça, on a vu comment ils ont géré. Merci beaucoup. En tout cas, moi, c'est un médecin qui m'a dit ça, que eux, les médecins, ils soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Maintenant, M. Tété, au Sénat. Oui. Votre question. Merci beaucoup pour notre auditeur. C'est bien vrai. Un des principes du don de sang, c'est le volontariat. Et donc, le Togo a opté pour le volontariat, ce qui veut dire que tout ce qui doit passer faire le don, ça doit être un consentement à leur niveau. On ne force personne à donner de son sang. Mais s'il y a quelqu'un, au moment où il est venu à notre niveau, par exemple ce matin en quittant le centre, il y avait une grande population là-bas. Et il a vu que la salle d'attente pour aller donner du sang, il n'y a pas de donneur, il peut toutefois aller en salle pour être consulté. Mais dire que la personne coûte et coûte, avant de prendre une poche de sang, il doit donner en contrepartie ou don de compensation, le Togo ne fait pas. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur Edem. Oui, allez-y. J'aimerais intervenir par rapport aux communes. Il faut reconnaître avant tout que la politique qui est arrivée à la constitution de ces communes-là, c'est une politique qui a été faite au hasard. Il n'y a pas eu de préparation en amont. C'est ce qui est à la base de tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est un peu un problème de difficulté de niveau d'arrivée. Non, c'est un problème de préparation à la base. Tout a été préparé à la base. Donc on doit retourner à la base pour voir quelles compétences on donne à ces communes-là réellement. Parce qu'aujourd'hui, ils sont là seulement au fait des géants au pied d'argile, quoi. Merci. Mais un peu d'indulgence. Comme a dit Bouraima, c'est question de nouveau pour nous tous. Tout le monde apprend. Oui, l'auditeur qui est en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Sav. C'est monsieur? Oui, monsieur Alex, depuis Zoroba. Oui. Je voulais parler à notre ami du sang, là. Il vous écoute. D'accord. Et vous savez, d'habitude, on fait le constat que les gens viennent donner le sang gratuitement. Mais d'habitude, eux, ils vendent le sang très cher aux gens. Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer pourquoi ils vendent ça très cher? Merci. Notre ami du sang. Ami du sang va répondre. Merci beaucoup. Sur une poche de sang donnée, il y a des traitements. Donc, ce qui veut dire que le malade dans son lit grabataire, il a besoin d'un produit de qualité. Donc, quand vous donnez de votre sang, nous, on va traiter, on va chercher les maladies transmissibles par le sang. Ne serait-ce que la cellule VIH-Sida, les hépatites B et C, la syphilis, en plus la détermination. Ce qui veut dire que la transfusion a un coût. Le don de sang est gratuit, mais la transfusion a un coût. À notre niveau, on se dit qu'on ne vend pas, ni les gens ne viennent pas pour acheter. Nous sommes en train de faire une session de poche de sang et la population est en train de contribuer avec un prix fixé par le gouvernement. Et nous rappelons que la poche de sang, la poche adulte de 250 ml est à 6 000 francs et la poche pédiatrique est à 3 500. Merci. L'auditeur qui nous attend en ligne, bonjour. Bonjour, ça. Oui, c'est monsieur? C'est le russe. Le russe? Oui. Vladimir Poutine? Oui. Okay. Son représentant à Lomé. Ok, allez-y. Ok. Bon, c'est concernant le don de sang, là. Bon, s'il y avait possibilité qu'on fasse aussi un petit novice de ce côté, vous verrez qu'ils n'auront pas de manque. Hein. Genre 2 000 francs, et qu'on explique aux gens que le résultat n'est pas obligatoire, c'est-à-dire le retrait du résultat n'est pas obligatoire. Parce que souvent les gens ont peur des maladies qu'on va les révéler et ils ont peur d'aller donner. Donc si vous voulez un peu faire la sensibilisation de ce côté, et qu'au moins s'ils peuvent le prix au niveau de l'achat et maintenant donner 2 000 francs à tous les donneurs, vous verrez qu'ils n'auront pas de manque. Merci. Notre ami du sang Notre ami du sang est vraiment content. Mais jusqu'il n'y a pas de profit en voulant donner de son sang. On donne de son sang juste pour sauver des vies humaines. Et les analyses qui sont faites, le résultat est vraiment volontaire. Ce n'est pas forcé. Vous donnez de vos sang, on vous dit après 10 jours ou 2 semaines, repassez chercher vos résultats. Donc ce n'est pas obligatoire. On n'appelle pas le donneur à venir coûte et coûte chercher de son résultat. Il y a certains qui confirment que c'est bien vrai. Ils veulent donner de leur sang pour sauver des vies humaines, mais ils ne veulent pas connaître leur statut. Et donc, dans ce cas, tout se passe aussi dans l'anonymat. Un auditeur voudrait savoir si on peut donner de son sang si on a fait l'amour, le rapport sexuel 24 heures avant. 24 heures avant. Et rappelons que le rapport sexuel, c'est une activité
physique aussi, qui demande beaucoup d'énergie. Donc, on déconseille souvent de ne pas faire le rapport le jour précédent, le don de sang, surtout pour ceux qui sont à leur premier don. Oui. Et il y a aussi des facteurs de risque pour ceux qui, excusez-moi, ne connaissent pas leur statut, ou soit ils ont un partenaire dont ils ne connaissent pas leur statut, et aujourd'hui, ils ont du rapport non protégé avec elle, et ils viennent pour donner du sang. Il y a ce que nous appelons aussi la fenêtre sérologique. Il faut que nous arrivions à protéger le malade. Donc, pour tous ces cas, on se dit c'est pas bon de le faire avant le don de sang. Autre auditeur, quelqu'un qui souffre de hépatite B, est-ce qu'il peut donner de son sang? Ah, merci beaucoup. Du moment où il souffre de l'hépatite B, ce qui veut dire que lui-même, il est déjà malade. Donc, il ne peut plus donner de son sang pour sauver des vies humaines. Eh bien, et si on est mince comme ça, Sgavou, on peut donner son sang? Merci beaucoup, je viens de le dire. C'est à partir de 50 kg. Et pourquoi 50 kg? Parce que la quantité à prélever, c'est en fonction du poids corporel. Il faut 7 ml par kilogramme de poids corporel, ce qui donne une quantité minimale de 350 ml. Merci. Et un gros comme Bourama Tchabora, il peut donner beaucoup de il va donner juste une quantité moins que 2 ml. Lui aussi? Oh oui, moins que 2 ml. La quantité maximale qui est à 450 ml. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eh bien, c'est fini. Juste le temps de faire un tour de table. Vous avez chacun 30 secondes, pardon. Une dernière conclusion à sortir de votre carton. On commence par celui qui ne parle pas beaucoup. Gadiel Chonyadji. Oui, tout à l'heure à 13h30, nous invitons les auditeurs, tous les lecteurs, tous ceux qui aiment la santé, à suivre la rediffusion de la communication qu'a fait Dr Peto Innocent, le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, à l'occasion de la 4e édition du marché du bien-être de la santé. On a fait le direct le samedi passé et nous faisons la diffusion tout à l'heure à 13h30 sur le Facebook de Santé Éducation. C'est facile à trouver. Sur le thème... Le thème de l'émission, justement? Voilà, c'est le médicament. Comment prendre le médicament pour se guérir. C'est capital aujourd'hui. Comment gérer le médicament, comment on prend le médicament pour guérir. Merci. Vous terminez par votre carton? C'est un carton d'invitation. Juste carton d'invitation. De quelle couleur? C'est vert, non? Bien, le carton d'invitation. Voilà. Merci. Tout le monde. Vraiment, plutôt Abachi Saka? Moi, j'ai un peu quelques inquiétudes par rapport à l'ouverture de la rentrée parlementaire pour l'ouverture de la session budgétaire. Nous traversons une situation un peu compliquée avec la crise sanitaire et aujourd'hui le gouvernement n'est pas encore connu comme ça. Et est-ce que dans ça le gouvernement peut envoyer à temps le projet de loi de loi de finances sur la table de l'Assemblée nationale pour une étude approfondie, pour que l'adoption ne soit pas faite dans la précipitation et les députés n'arrivent pas à bien cerner les contours. Je crois que notre ami Sani Aya, il sait qu'il doit bien travailler pour envoyer le projet de loi de finances à temps. Donc, vous terminez pas votre carton? Non, l'autre problème, je n'ai pas encore fait mes 30 secondes. Je vois un peu le temps là. Je n'ai pas encore fait mes 30 secondes. là, c'est quelques 2 mots, c'est pour parler de... Quand on revoit bien le fonctionnement de la décentralisation, c'est bien qu'on l'a mené au Togo, mais est-ce que les élus locaux et les nommés comme ministres, qui d'entre eux a la compétence? Parce que quand on parle de la décentralisation, on sait les limites et où s'arrête. Beaucoup plus de formation. Aussi bien pour les élus locaux que pour je voulais parler de ces communiqués-là qui ont été signés hier. Merci. Et vous l'avez déjà dit. Maintenant, votre carton? Carton vert. À qui? Plutôt carton rouge. Ah bon? Carton rouge. Verso. Carton rouge. Oui, à qui? Au président de la Raplicia qui s'est attaqué maladroitement à la presse. Merci beaucoup. Carton rouge à M. Ouiao, on ne s'attaque pas comme ça à la presse. Bourema Chabouré. Oui, moi je voudrais aborder le sujet par rapport à la suspension de la publication du rapport Doing Business. Nous n'avons pas fait cas. Je crois on en a parlé hier. Oui, je crois que cette suspension a donné lieu peut-être à des commentaires. Et moi, ça me fait mal aujourd'hui de voir qu'il y a des Togolais qui sont des Togolais qui donnent l'impression comme si cette suspension s'adressait plus au Togo qui a fait un travail impeccable. Bon,
Moi, je dis, il faudrait quand même qu'on soit un peu à la hauteur. Qu'on soit à la hauteur parce que je ne peux pas comprendre. Excuse-moi, je n'ai pas encore fait 3 secondes. Il y a plein de temps, s'il vous plaît. Je ne peux pas comprendre qu'entre nous, Togolais, on va lire ça dans votre journal. Oui, justement. Non, je n'ai pas abordé ça dans mon journal, mais je voudrais quand même que les gens sachent que nous avons nos petits problèmes entre nous. On peut se querer, mais lorsqu'il s'agit du Togo, qu'on soit un peu à la hauteur. Merci. Votre je donne carton rouge. À qui? Rouge vif à tous ceux-là qui se moquent du malheur d'autrui. Merci. Ce n'est pas bon. Sylvestre Béni? Non, écoutez, moi je voulais en fait revenir sur nous-mêmes, c'est-à-dire nos confrères, parce que j'ai vu des gens qui sont allés à la première conférence donc de la PUSIA, c'est-à-dire le CIUS. Et après la sortie donc du président de la PUSIA le 28 août, eux-mêmes ils sont revenus et puis ils ont mis comme titre il y a recadre la presse. Or toi-même tu as participé à la première conférence. Tu as écrit là-dessus. Le monsieur est revenu pour dire que non, que c'est la presse qui a mal compris. Toi-même, tu reviens, tu prends ton stylo, tu écris. Monsieur Uyao a recadré la presse. Je me dis, ces gens-là, bon, c'est entre nous, on va dire ça. C'est entre nous. Maintenant, votre carton. Bon, carton, moi, je donne un carton. Il y a orange, non? Vous pouvez créer ça. Bon, je peux, non, carton jaune à la population togolaise parce que je constate qu'il y a quand même un laxisme au niveau donc de la protection. Merci. Monsieur Tété Yaosena, auriez-vous un carton? Oui. J'ai un carton vert à vous, les médias, qui nous ont aidés depuis le début de cette pandémie à pouvoir diffuser aussi nos communiqués et débattre sur les difficultés que le CNTS a afin de pouvoir collecter les poches et les mettre à disposition des donneurs. Le carton vert encore aux donneurs qui, malgré cette pandémie, nous visitent pour donner de leur sang. Et nous rappelons aussi ceux qui hésitent encore les pas à venir donner de leur sang, de faire un effort pour être toujours avec nous. Il y a deux façons de faire face aux difficultés. Soit on les transforme, soit on se transforme en les affrontant. Bon appétit. Rendez-vous demain jeudi à 11h si Dieu le veut. Dieu le voudra bien. D'ici là, encore une fois, célébrons la vie.